Dans cet épisode, nous allons parler de l'individualisme et du groupe en Chine, de ce qu'on mange à la maison en Chine, et des classificateurs, ce concept un petit peu bizarre, en chinois. Bonjour, c'est Cédric Boy et bienvenue dans l'épisode 8 de la Chine le chinois. Commencez vraiment #LCLCCCV dans lequel je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tel que je les vois, tel que je les vis. Alors, je la connais par cœur, tiens, cette intro maintenant. Alors, ça me fait plaisir, ça fait déjà plus d'une semaine qu'on est ensemble. Et vous êtes de plus en plus nombreux à réagir sur les vidéos YouTube et c'est vraiment génial. Tout simplement, c'est juste génial. Merci à vous tous donc qui avez participé, qui m'envoyez des messages en commentaire à qui je réponds aussi. Et si vous écoutez ce podcast et que vous n'avez pas encore laissé de commentaires, mais laissez-en un, voilà, c'est ma motivation. Et puis posez aussi des questions, sinon au bout d'un moment je vais tomber en rate de questions. Attention, là je fais plus de questions, je traite plus de questions que j'en reçois. J'en traite 3 par jour, et j'en reçois entre 1 ou 2 par jour, alors, j'arriverai pas à tenir un an si vous me posez pas de questions. Donc, et je suis sûr que les épisodes, ils doivent en générer chez vous. Donc, si jamais, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur du-chinois.com/questions, questions au singulier. Voilà. Alors, on commence tout de suite, donc, avec Vincent qui m'a dit, bonjour Cédric. Un grand merci pour tes vidéos. J'aimerais que tu nous éclaires vis-à-vis des attitudes des Chinois dans les métros chinois. Pourquoi les Chinois font la course pour avoir une place assise dans le métro? Cette précipitation individuelle m'interpelle. D'autre part, à quoi attribuerais-tu le fait que les Chinois soient autant attirés par les smartphones dans le métro? La différence avec nos métros européens est inévitablement intéressante. Merci pour tes réponses. Bien à toi. Alors, on a pas mal d'éléments, on va les traiter un à un. Donc on va reprendre la question, j'aimerais que tu nous éclaires vis-à-vis des attitudes des Chinois dans les métros chinois. Pourquoi les Chinois font la course pour avoir une place assise dans le métro? Alors ça, c'est la question, on va dire, pourquoi est-ce que, ils grugent aussi lorsqu'on est à la file d'attente pour avoir, pour acheter son ticket de cinéma. Pourquoi est-ce qu'on a toujours la petite vieille chinoise qui passe devant nous, comme ça, et puis qui fait comme si de rien n'était, et elle nous prend notre place pour acheter son ticket en premier, et comme ça, sans aucune raison. Bon alors, j'ai d'ailleurs une petite vieille qui m'a fait ça en France il y a pas longtemps, ça m'a fait tout bizarre. Enfin bon. Pourquoi? Et puis on a pas mal d'images, je sais pas si vous avez vu ces images qui circulent sur internet, où on a les comparaisons justement culturelles entre la Chine, enfin l'Occident plutôt, et la Chine, et où on voit justement la queue pour les Chinois commencer, et au final c'est un gros groupe qui est amassé devant le guichet. Voilà. Pourquoi? C'est très simple. Dans un pays où les gens ils sont aussi nombreux, on n'a plus vraiment de notion d'individualisme telle qu'on pourrait l'avoir chez nous, parce que chacun doit se frayer son chemin. Quand on est dans un groupe, quand on est dans une foule, on va avoir la même chose en France lorsqu'on a un gros groupe ou lorsqu'on a une foule. Au final, si vous viviez tous les jours comme, à la braderie de Lille ou bien alors à un concert, événement, vous auriez forcément les mêmes habitudes, les mêmes réflexes. Lorsqu'on est à la braderie de Lille, moi je connais bien la braderie de Lille, je prends ça en exemple, parce que vous avez d'autres exemples en tête, c'est chacun pour soi. Voilà. Alors on est sympa, bien évidemment, on a des bons principes, et on peut laisser passer, pourquoi pas, une femme enceinte, mais c'est tout. C'est tout. Les autres qui sont au même niveau que moi, qui sont aussi jeunes et vigoureux et beaux et tout, que moi, et modestes aussi, tant pis pour eux. Voilà, c'est comme ça, on va jouer des coudes et puis on y va, quoi. C'est logique, au final. Et lorsqu'on le voit comme ça, bien évidemment, on comprend pourquoi est-ce que ça se passe, de cette manière en Chine. Et on se rend compte, et c'est d'autant plus vrai, moi c'est mon analyse, et je trouve que mon analyse est d'autant plus valable lorsque l'on va, par exemple, à la campagne en Chine. Où là, si par exemple il y a besoin de faire la queue ou n'importe quoi, et que les gens sont des gens qui sont cultivés ou respectables, quand même, qui ont un certain niveau d'éducation, il y a aucun souci. Alors que lorsqu'on a des gens qui sont cultivés et respectables en ville, là ça peut poser problème. Alors c'est de moins en moins vrai parce qu'il y a des campagnes justement, et c'est aussi parce qu'il y a eu des buzz aussi sur la culture chinoise à l'étranger que les gens ils commencent à faire attention un petit peu, et de plus en plus les règles, on va dire, sont respectées, mais on peut pas changer la culture qui est liée comme ça à la démographie, ça va être trop dur. Il y aura toujours, on le ressentira toujours d'une manière ou d'une autre, cette notion d'individualisme dans le groupe. Par contre, et ça c'est vraiment important, et c'est d'autant plus logique aussi avec cette même logique justement, lorsqu'on est par exemple dans la famille, les familles elles sont
hyper soudées, elles sont hyper proches, les gens ils sont vraiment super proches, et c'est d'ailleurs vraiment étonnant, c'est parce qu'on a tendance à dire oui, le chinois il est individualiste, il est matérialiste, voilà, et puis on les démonise d'ailleurs, on en a parlé. Et au final, lorsqu'on les voit en famille, c'est-à-dire dans les petits groupes à l'intérieur de ce grand groupe, là on n'a rien à leur dire. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point les petits groupes sont soudés, ils s'aident entre eux, ils sont prêts à se sacrifier pour la famille, pour le groupe, vraiment à se sacrifier. D'ailleurs, parfois j'ai des histoires qui sont pas terribles à raconter dans un podcast plein d'humour et super bien, mais il y a des trucs qui sont tristes et on se rend compte que effectivement les familles, les cercles, les groupes d'amis, etc., c'est vraiment surpuissant en Chine. Et ça s'explique là aussi avec cette notion du grand groupe des Chinois qui dans lequel cette notion d'individualisme et de groupe individualiste, on va dire, s'explique parfaitement. Voilà, donc et pour ça d'ailleurs on pourrait en parler avec Stéphane, peut-être Stéphane que j'avais déjà fait intervenir pour de l'interculturalité, notamment sur le blog Import. C'est vraiment voilà. Alors, je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs la dernière fois lorsque j'étais à Bruxelles. Alors bon, c'est pas grave. On va passer à la suite parce que là, je commence à parler trop encore. J'essaye de faire concis à chaque fois, voilà. Alors, cette précipitation donc individuelle m'interpelle, donc maintenant ça c'est expliqué. D'autre part, à quoi attribuerais-tu le fait que les Chinois sont autant attirés par les smartphones dans le métro? Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont autant attirés par les smartphones dans le métro? Ça, j'en sais rien du tout. Voilà. L'avantage, c'est que dans pas mal d'endroits en Chine, on commence à avoir du Wi-Fi dans le métro qui est pas forcément accessible partout en France, et du coup, on sort moins le smartphone. Je suis sûr que si on avait du Wi-Fi plus accessible et qu'on avait un pays qui se modernisait peut-être un petit peu plus vite, on irait plus sur le smartphone. À Hong Kong, quand j'étais à Hong Kong, j'étais content aussi. Partout dans la ville, presque partout, je trouvais du Wi-Fi gratuit. C'était du Wi-Fi du gouvernement hongkongais. Enfin, du gouvernement donc autonome hongkongais. Voilà, enfin bon. Alors, ça c'est génial tout simplement. Je suis sûr que si en France on avait du Wi-Fi partout dans la rue, on serait aussi probablement plus souvent sur le smartphone, parce que le smartphone c'est pas un outil vraiment, ça commence à faire partie des gens, quoi. Voilà, c'est vraiment lié. Les gens ils ont leur identité qui est liée sur l'ordinateur, qui est liée sur le smartphone, etc. Donc, je pense que les Chinois ils sont plus rapides que nous de ce côté-là pour le développement technologique, économique et tout ça. Enfin d'ailleurs, c'est pas que moi qui le pense, je pense que tout le monde sait que les Chinois sont plutôt rapides pour se développer. Alors, donc je pense que ça s'explique comme ça là aussi, et c'est pas que la Chine continentale vraiment. La différence avec nos métros européens donc est inévitablement intéressant. C'est vrai qu'ici je trouve qu'on s'ennuie un petit peu dans les métros, c'est pas très gai, c'est pas très... Mais même les métros, j'ai pris le métro il y a pas très longtemps. Je l'ai pris qu'une fois quand je suis rentré sur l'île, je crois. C'était pas très marrant, pas très gai, pas très moderne, pas très propre, pas très rien du tout. Donc je pense que ceci explique donc cela. Je préfère franchement le métro à Shanghai que le métro à Lille ou à Paris. Donc merci pour tes réponses bien à toi. Bien voilà, comme ça j'ai répondu je pense à toutes tes questions, Vincent. Autre question d'anonyme qu'on va appeler, on va l'appeler comment? Tiens, on va l'appeler Amour. Amour, c'est un joli prénom ça. Comme ça, d'ailleurs, je sais même pas, j'appelle les gens Gilbert, Jean ou n'importe quoi quand je leur donne un prénom, mais au final, je sais jamais si c'est un garçon ou une fille. Hein. Donc on va dire que c'est Amour. Donc il me dit bonjour et merci pour votre superbe site. Ouais, ça c'est super sympa. Je souhaite me plonger plus avant dans la culture chinoise et pour ce faire, j'aimerais commencer par la cuisine. Alors là, on pourra en parler des heures. Alors, loin de tous ces ersatz que l'on sert en Europe, et ça c'est bien vrai, et ainsi me rapprocher du traditionnel et ou familial. Que mange-t-on à table dans la cuisine familiale chinoise au quotidien? C'est une excellente question. Mais alors ça c'est vraiment une excellente question parce que on a plein d'infos et on voit vraiment bien que tu comprends comment ça fonctionne. Déjà, effectivement, le restaurant chinois que l'on a en Europe ou en France d'ailleurs, c'est pas du tout proche de ce qu'on sert en Chine, que ça soit en Chine au restaurant ou que ça soit en Chine à la maison. C'est vraiment, c'est pas comparable. C'est une cuisine adaptée, peut-être un petit peu. On dirait que c'est du tourisme au restaurant, quoi. Au final, on va au restaurant chinois pour faire le touriste
Et du coup, bien, on nous traite comme des touristes, c'est-à-dire que on est des personnes qui sont prêtes à sortir le portefeuille pour avoir quelque chose d'exotique et qui nous plaira plus ou moins. Donc, du coup, je suppose que, eh bien, ça justifie le fait que l'on va nous servir quelque chose qui, au final, n'est pas vraiment chinois. Alors que je parle pas des nems, qui sont pas un plat chinois, et j'ai jamais mangé un nem en Chine, d'ailleurs, c'est pas vrai, ça. Les nems, c'est vietnamien. Et je parle pas juste de ça. Je parle même des canards laqués, ou bien alors des nouilles sautées, ou parfois une fois j'ai eu un bon riz cantonais, tiens, ça c'est vrai, il faut le dire. Mais sinon, eh bien, c'est tout des choses qui sont adaptées. C'est adapté au goût des Français, c'est adapté, au goût des Européens. Alors, petite nuance, lorsque j'étais en Hongrie, j'ai pu manger de très très bonnes nouilles là aussi dans un restaurant chinois mais qui était tenu par des Chinois qui parlaient le chinois et puis qui cuisinaient chinois et du coup ils avaient pas beaucoup de clients et c'est ça le problème effectivement quand on est en Europe. Soit on trouve un bon restaurant chinois qui sera éphémère parce que c'est un vrai restaurant chinois et du coup mais les Français vont pas forcément accrocher sur le long terme, soit on trouve quelque chose qui est adapté, trop sucré et par exemple trop sucré ou bien alors trop etc. Et du coup qui sera pas vraiment de la nourriture chinoise. Alors, on va continuer donc sur la question qui dit que mange-t-on à table dans la cuisine familiale chinoise au quotidien. On mange plein de trucs. Alors souvent, on va mettre le nombre de plats supérieur au nombre de personnes qui mangent, donc avec souvent donc une soupe. Ou bien alors sinon on pourrait dire le nombre de plats égal au nombre de personnes qui mangent plus une soupe. C'est-à-dire que là par exemple, supposons qu'il y a moi, qu'il y a moi, ma femme et mon fils. Eh bien, généralement, à tous les repas, et ça c'est important parce qu'après il y a des gens, l'autre coup j'avais reçu un message ici qui me disait, bah tiens, j'ai l'impression que ma famille, quand ils sont à la maison en France, ils passent leur temps à cuisiner. Effectivement, c'est très important pour la culture chinoise, la cuisine, surtout depuis la famine des années 60, si vous en avez entendu parler, qui a fait pas mal de morts. Et du coup, eh bien, on va manger, on va essayer de bien manger. Et on va parler plein de trucs d'ailleurs. Et du coup, eh bien, donc, on aurait 3 plats, plus une soupe. Donc en l'occurrence c'était une soupe à la base d'os de porc. C'était génial. Que j'avais acheté, d'ailleurs j'avais acheté la viande à Paris Store. Il y a un Paris Store à Roubaix si vous êtes dans le Nord. Eh bien allez à Paris Store Roubaix. Voilà, je leur fais de la pub. Je gagne pas d'argent là-dessus, mais c'est vraiment très très bien la chaîne Paris Store. Et donc comme il y en a un à Roubaix, ou bien si vous en avez un qui est proche de chez vous, donc à Paris il y en a par exemple, eh bien allez-y, allez faire un tour, allez faire le plein. Donc généralement, on va essayer de faire quelque chose d'équilibré. L'équilibre est très très important donc dans la cuisine chinoise, que ça soit l'équilibre au niveau des nutriments, ou je sais même pas comment ça s'appelle ces trucs-là. Enfin donc on mange des légumes, de la viande et tout ça, mais aussi l'équilibre au niveau des couleurs lorsqu'on va dresser le plat, etc. C'est un art et c'est dans la culture la cuisine chinoise. Donc en général, on aura par exemple une viande, un ou deux légumes, voire un légume avec de la viande et un autre légume. On peut faire des trucs très simples, on peut sauter un légume en 5 minutes, On met un peu d'huile, on jette le légume dedans, on rajoute un peu de sel, un peu de bouillon cube et un petit peu d'ail et hop le légume il est prêt, il est sauté à la chinoise. On fait des trucs simples aussi, c'est pas que des trucs gras et sucrés comme on vous propose donc au restaurant chinois. Ensuite donc une viande, je sais pas moi par exemple ronchaojo ou hueguojo ou bien alors c'est des trucs dont je connais même pas les noms en français d'ailleurs ou n'importe quoi et une soupe. Et voilà quoi, le tour est joué. Donc c'est quelque chose qui va prendre peut-être un petit peu plus de temps qu'en France, si par exemple vous avez l'habitude de faire une boîte de conserve de raviolis ou des lasagnes, mais effectivement donc je pense que ça peut éclairer donc sur comment est-ce qu'on mange en Chine. Ce qui est vraiment important dans la culture, c'est que on va pas faire un plat, on va pas faire un truc avec des parts. C'est pas tiens voilà j'ai fait trois poissons panés par personne, donc on est 3 dans la famille donc j'en ai fait 9. Une fois que t'as fini ces 3 poissons panés, c'est fini, il y en a plus quoi. Généralement on va en faire un petit peu plus que nécessaire. Là aussi ça peut se rapprocher je suppose culturellement de la grande famine des années 60. Et donc il y aura pas de part, il y aura pas de limite. En France on a des limites, alors parfois on peut se resservir. Et alors là, il faut aussi voir les implications culturelles que ça a en France. Si tu te resserres, par exemple, t'as un repas d'affaires, t'as un repas de famille, tu te resserres, est-ce que c'est bien vu, est-ce que c'est mal vu? Eh bien, en Chine, il n'y a pas de limite. Voilà. On se resserre, on prend dans le plat. De toute façon, le plat, il est là pour tout le monde. Généralement, il y en a plus qu'assez. Et du coup, il n'y a pas de souci. Et puis, on terminera ce plat-là, par exemple, au repas suivant, qui accompagnera 2 ou 3 nouveaux plats.
Voilà, donc ça c'est vraiment aussi quelque chose qui change. Je pense que je vous poserai probablement la question de cette idée. Voilà, je trouve ça pas terrible en France. Enfin, moi j'aimais bien par exemple manger de la viande quand j'étais petit. Il m'était arrivé une fois de piquer le rôti dans le frigo. Enfin bon, parce que bah voilà, j'aimais bien ça. Au final en Chine, on serait jamais limité, on n'aurait jamais ce problème. Alors je sais que la viande ça coûte cher et blablabla, mais la façon de penser, la façon de vivre par rapport à la nourriture est vraiment complètement différente. Et c'est vraiment convivial. Alors voilà, il y a des gens qui aimeraient bien, il y a des gens qui aiment pas. Il y a des gens qui pensent qu'effectivement il faut le limiter pour pas grossir, ou il y a des gens qui pensent qu'il faut limiter pour le budget, il y a des gens qu'il faut limiter, etc. Il y a d'autres gens qui pensent que c'est plus convivial, que chacun pique dans le plat. Il y a des gens qui trouvent que ça dégoûtant, que tout le monde aille piquer dans le même plat. Alors il y a des règles. On va pas passer trop de temps là-dessus, mais il y a des règles aussi pour la nourriture, justement. On peut pas, par exemple, avoir ses baguettes pleines de riz et aller piquer dans le plat et laisser un morceau de riz là-dedans, quoi. Ça c'est mal vu en Chine, par exemple. Donc il y a quand même des règles d'hygiène, on va dire, qui s'appliquent aussi, mais voilà, il y a des pour et des contre, et je vous poserai la question juste après. Voilà, alors, troisième question d'Alain qui me demande, alors il m'avait fait un message plus long, mais j'ai récupéré cette question, les classificateurs en chinois. Les classificateurs en chinois, si on pouvait faire un petit mémo, un petit rappel, comment on les utilise, quand et pourquoi, à quoi ça sert un classificateur. Alors ça c'est important de noter qu'un classificateur, on a le même concept qui existe en français. C'est tout simplement lorsqu'on va parler d'une quantité de quelque chose, on va rajouter un mot entre les deux pour classifier, classificateur, classifier le mot qui va suivre. Si par exemple je dis une part de gâteau, on sait que, ou bien 2 parts de gâteau, on sait donc qu'on a le chiffre 2, une quantité, on sait qu'on a du gâteau, on aurait pu dire 2 gâteaux, mais sauf que là, on a quelque chose qui va nous donner un élément de précision supplémentaire, c'est que ça sera un morceau. Voilà, un morceau de pain, ça sera la même chose, c'est un classificateur. Alors on pourrait tout le temps dire une part de pain et pas utiliser des mots différents à la place de part, morceau, paire, par exemple une paire de chaussures. Sauf que, on le fait. Voilà, on différencie et on utilise ces mots, je sais même pas comment ça s'appelle ces mots-là en français, mais on utilise ces mots qui nous permettent d'avoir une information sur ce qui suit. En chinois, on a ça aussi. Lorsqu'on a une paire de chaussures, ça sera une paire qui est un classificateur, de chaussures. Lorsqu'on dira, et donc qui suppose que le classificateur nous donne un élément d'information, c'est que, le mot qui suit, il sera composé de 2 parties. Voilà, paire. Voilà, je suppose que vous savez ce que ça veut dire paire, mais voilà. C'est important de noter que, ce concept, donc, existe aussi en français. Sauf que, donc, en chinois, on le mettra pour tout. Si on dit, par exemple, une baguette de pain, ou bien alors un poisson, on aura un classificateur qui sera tia, qui voudra dire que le mot qui suit, c'est quelque chose qui est long et fin. Donc par exemple une baguette de pain, ou bien alors un poisson, ou serpentueux. Je sais pas si ça existe le mot serpentueux, je suppose, oui, je pense. Par exemple un serpent, ou bien alors la baguette, le poisson, etc. On rajoutera donc ce classificateur. Donc au final, la logique elle est la même qu'en français, sauf que en français, un coup on met un mot, un coup on n'en met pas. En chinois, on mettra toujours un classificateur. Donc on les utilise, la question de quand on les utilise, tout le temps. Comment on les utilise? Dès que l'on compte une quantité de quelque chose. Voilà, donc ça c'est la règle de base. Si je vous dis mon frère ou bien alors ma grande sœur, j'ai pas compté, j'ai pas dit un frère, j'ai pas dit mon un frère, j'ai pas dit ma 2 grandes sœurs, je dis mon frère, ma grande sœur. Donc là on n'utilise pas de classificateur. Si par contre je dis mes 3 frères, là on a une quantité. Si je vous dis, je sais pas moi, 3 sacs de patates et 2 sacs de carottes et je sais pas moi 1 kilo de bœuf. Là, voilà, donc ma liste de courses, là j'ai une quantité. J'ai compté donc 3 sacs de carottes, et sac d'ailleurs en français c'est un classificateur aussi, 3 ou 2 pommes de terre. Là on aura aussi un élément donc qui viendra préciser le groupe nominal, donc 3 classificateurs pommes de terre. Voilà, c'est important. En chinois on le mettra toujours. Alors
pourquoi, la question du pourquoi. Pourquoi? Bah parce que pourquoi est-ce qu'on met un classificateur? Eh bien parce que c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'on en met un coup et on n'en met pas en français? Eh bien parce que c'est comme ça aussi. Je suppose que les historiens de la langue ou les linguistes sauraient peut-être nous donner plus d'informations sur d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'on utilise ça aussi, mais tout simplement parce que ça nous permet de préciser bien les choses. Voilà. Et en plus, en chinois, où on a plein d'homonymes, c'est encore mieux d'avoir des classificateurs, parce que sinon, on se mélangera encore plus les pinceaux. Alors, il faut savoir aussi qu'au final, si on se trompe de classificateur, parce que vous allez me dire, oui, mais du coup, alors pour chaque mot, on doit connaître le classificateur adapté. Eh bien, c'est comme en français aussi, pour chaque mot, on doit savoir si le mot il est masculin ou féminin. Pour l'allemand, on doit aussi savoir si chaque mot il est masculin, féminin ou neutre. On doit aussi apprendre des trucs en plus dans les langues qu'on utilise aussi au quotidien. Eh bien, en chinois, on devra savoir quel est le classificateur, qui est adapté. Mais c'est pas grave au final. C'est pas grave parce que, surtout si vous débutez, on a aussi un classificateur général. Ou si on se trompe, de toute façon, si on se trompe de classificateur, on peut se débrouiller avec le contexte. Si vous faites une phrase un petit peu plus complète que d'habitude et que vous n'êtes pas sûr du classificateur, ça passera comme une lettre à la poste, tout simplement. Moi, j'aime par exemple mon fils de 4 ans actuellement, qui lutte pour les classificateurs, et il utilise par exemple le classificateur des bouteilles pour parler du cheval ou du poney qui est dans la prairie d'à côté. Ça marche pas trop. Sauf que ça pose pas du tout de problème à la compréhension, donc c'est un petit peu un faux problème au départ. Bien évidemment, lorsque vous arrivez dans un niveau de chinois courant, donc là, pour l'instant, Alain, je crois qu'il est à la fin du niveau HSK1, enfin je suis sûr d'ailleurs qu'il est à la fin du niveau HSK1, c'est pas trop gênant à ce niveau-là. Si on arrive à la fin du niveau HSK3, HSK4, et effectivement qu'on reste que avec le classificateur général, ça peut poser problème. Mais en attendant, c'est pas gênant, parce que ça ne posera pas de problème à la compréhension, surtout donc avec des phrases de base, donc de la vie de tous les jours. Voilà. Donc au pire, au début, on pourrait se dire, je sais qu'il y a des professeurs qui sont vraiment très rigoureux et puis qui aiment bien faire des trucs qui servent à rien. Et moi, j'en fais pas partie. Et c'est pour ça que je me permets de me moquer un petit peu d'eux. Moi, mon but, c'est vraiment que l'on puisse s'exprimer et se faire comprendre dans un premier temps le plus rapidement possible. Voilà. Et ça sera pas l'élément qui fera la différence. Donc au pire, les classificateurs, on pourrait dire qu'on s'en fout. Voilà. Alors, on s'en fout. Alors voilà, donc au pire, vraiment, c'est pas le plus important, c'est pas sur ça qu'on va mettre tous nos efforts, et je pense que ça fait du bien de se le redire, de se le répéter. En tout cas, moi, ça me pose pas du tout de problème pour comprendre mon fils, ou bien alors mes étudiants. Et ça ne pose pas du tout de problème donc à des Chinois natifs non plus. C'est vraiment important. Donc maintenant vous savez à quoi ça sert, vous savez comment on les utilise, vous savez pas pourquoi est-ce qu'on les utilise, mais vous savez aussi qu'on les utilise donc systématiquement. Alors voilà donc pour ces questions de Vincent, d'Amour et d'Alain. Et posez-moi une question maintenant. Comme je vous le disais tout à l'heure, posez-moi une question, sapoperlipopette, sur du-chinois.com/question. Alors vous m'entendez parfois dire sapoperlipopette. Sapoperlipopette, c'était une expression que j'ai récupérée d'une chinoise qui était passée à la télé sur M6, je crois. Ça s'appelait comment à l'époque? Incroyable talent ou je sais pas quoi. C'était il y a un paquet d'années, et donc c'était une gymnaste, je crois. Enfin bon voilà. Qui disait ouais, j'aime bien le français, il y a plein de mots marrants, et par exemple sapoperlipopette. Et du coup ça m'avait fait rire, et du coup j'utilise l'expression depuis. Donc voilà, comme je l'utilise souvent dans mes vidéos comme ça fait une petite anecdote pour les personnes qui écoutent les podcasts, et vous seulement. Waouh, la chance. Alors ma question pour vous, c'est que pensez-vous donc du coup de l'idée de ne pas avoir des parts dans vos assiettes? Si vous êtes en Chine, ou bien si vous prévoyez d'y aller, ou bien si vous êtes en train de réfléchir à la question, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette idée de partager les plats, plutôt que d'avoir des parts limitées? Voilà. Donc, répondez-moi donc en dessous du podcast, donc sur YouTube, sur la chaîne, donc c'est la chaîne qui s'appelle Apprendre le chinois crampe, je crois. Enfin bon, si vous mettez LCCCV dans le moteur de recherche YouTube et que vous recherchez donc l'épisode 8, vous retrouverez de toute façon cet épisode, et puis vous pourrez donc me laisser votre réponse à cette question. Et en attendant, gardez l'esprit ouvert, et ensemble, on tue les préjugés. On se retrouve demain dans l'épisode 9. Allez, bye bye.